Sunday Night Production. Globalement, la blessure telle qu'on la connaît, la tendinite, la déchirure, la contracture, ça tombe pas comme ça par hasard ou par malchance. Et ça m'est arrivé des fois où ça allait pas forcément bien dans ma vie, où j'avais des petites complications. Et à l'entraînement, tu sens que tu as des petits pépins physiques. Le soir, tu commences à sentir une petite contracture. Mais moi, je trouve que l'aspect psychologique, ça a un bon rapport à... Il suffit d'aller se balader, par exemple, je sais pas, au Bois de Boulogne ou encore sur les quais à Paris ou au Parc de la Tête d'Or pour faire plaisir à Fred à Lyon. Et on peut croiser des fois des personnes qui courent avec des chaussures, par exemple, qui sont pas du tout adaptées à l'activité physique. Moi, j'ai déjà vu des gens courir en Converse ou avec des chaussures complètement improbables. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Chaque lundi, venez discuter entraînement et psychologie du coureur avec Guillaume et Fred, deux passionnés qui vivent la course à pied au quotidien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur pour un épisode un peu spécial dédié à la prévention de la blessure. Et pour nous aider à lutter contre les petits pépins physiques, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Robert, athlète de haut niveau, spécialiste du 800 mètres et passionné et étudiant en kinésithérapie. Benjamin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Comment vas-tu ? Bonjour Fred, bonjour Guillaume, merci beaucoup et je vais très bien. Et nous sommes aussi en compagnie d'un homme qui sait, par sa voix calme et apaisée, nous rassurer et nous donner plein de bons conseils pour nous éviter de faire des erreurs qui risqueraient de nous blesser. Il s'agit de Fred, co-animateur du podcast et entraîneur du groupe Élite au Stade Français Athlétisme. Fred, comment ça va ? Alors, bonjour Benjamin, bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Moi ça va très bien et je suis ravi de vous retrouver pour évoquer un sujet sur lequel, j'allais dire, on risque d'être attendu, mais je sais qu'on va être attendu. C'est même plus un risque, c'est une certitude. Effectivement, c'est un sujet attendu puisque malheureusement la blessure, c'est quelque chose qui effraie beaucoup de coureurs et de coureuses. Le plus dur dans la course à pied, c'est pas forcément le fractionner, c'est pas forcément les sorties longues, c'est tout simplement de ne plus pouvoir courir à cause d'une blessure. Je crois que c'est vraiment ce qui effraie le plus les coureurs et les coureuses. Donc si on peut être vigilant et s'éviter quelques petits pépins physiques, on va pas s'en priver. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet d'aujourd'hui, Benjamin, j'aimerais qu'on prenne un instant pour te présenter à nos auditeurs. Tu es incontestablement l'étoile montante du demi-fond français. Cet été, tu as d'ailleurs signé ton record personnel sur 800 mètres avec un chrono assez spectaculaire de 1 minute 44,58 que tu as réalisé lors du très relevé meeting de Monaco où tu t'es classé 4e de la course. Ta dernière sortie date d'il y a quelques semaines puisque tu étais au meeting de Liévin où tu as battu un certain Pierre-Ambroise Boss, excusez du peu. Beaucoup d'observateurs te décrivent comme étant l'un des prochains leaders de l'équipe de France. Alors est-ce que tu te sens prêt d'être un meneur parmi les Bleus ? L'âme d'un meneur, là aujourd'hui je pense pas, mais j'aimerais bien plus tard, dans le futur, prendre ce statut, je dirais pas non, oui. Et du coup, Benjamin, moi j'avais une question parce qu'on t'a vu vraiment éclater à ce plus haut niveau et prendre un peu le lead sur le 800 mètres. Est-ce que toi, tu t'attendais à cette explosion-là malgré enfin tu vois, tu avais quand même des chronos prometteurs. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça arrive maintenant ? Et du coup, finalement, quelle est ta position, sachant que tu es désormais leader chronométrique au bilan actuel devant un champion du monde de la distance quand même ? C'est vrai que c'est bizarre quand on regarde le bilan que je me vois devant Pierre-Ambroise Boss. C'est particulier, c'est un mec que je regardais à la télé. J'étais même dans les gradins pour les championnats du monde en 2017. Faire une 44 l'année dernière, clairement, je pensais pas du tout que j'allais faire ça. Je pensais faire une 45. Après, bon, ça c'est la magie de Monaco avec la Diamond League surtout. Mais j'attendais, je savais que je pouvais faire ces chronos, mais pas si vite, ça c'est sûr. Et justement, Benjamin, tu as quand même un passif d'athlète et ceux qui suivent l'athlète, évidemment, n'ont pas découvert ton nom l'an dernier avec tes 1,44, évidemment, même si tu as franchi un palier et il faut le souligner, on en profite pour te féliciter. Et tu as rejoint un groupe d'entraînement qui est composé d'athlètes de très haut niveau, puisqu'il y a notamment Djilali Bedrani ou encore Pierrick Joctor-Monrosier.
Alors, moi, en tant qu'entraîneur, je sais les avantages qu'on peut tirer d'un groupe avec une forte densité d'athlètes de haut, même très haut niveau. Mais je connais aussi les risques que cela peut avoir. Et toi, du coup, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quelle place tu accordes au collectif dans notre sport, l'athlétisme, qui est quand même réputé pour être le sport individuel par excellence. Oui, alors avant, j'étais dans un groupe d'entraînement où j'étais le plus âgé. Donc j'étais avec des jeunes. Donc quand je faisais des séances, on va dire que j'étais tout seul. Je faisais même quasiment tout le temps mes séances seul. Donc c'est moins amusant, moins sympathique. Et depuis l'été dernier, j'ai changé d'entraîneur. Bon, j'ai rejoint Djilali et Pierrick. Après, il y en a d'autres aussi dans le groupe. Mais moi, c'était très important d'être dans un groupe et m'amuser. Enfin, d'arriver à l'entraînement, avoir des partenaires d'entraînement. Quand je m'entraîne, ou entre guillemets, quand tu souffres, mais t'es pas tout seul sur la séance. Et ça, enfin moi, ça m'a fait du bien. Et maintenant, je prends beaucoup plus de plaisir à aller m'entraîner qu'avant. Et la différence, elle se fait que j'y vais pas en reculant. Et du coup, est-ce que comment se gère un peu, alors je dis pas que cette question se pose, mais la question des égos, parce que vous êtes tous des champions, vous avez tous des visées assez élevées. On sait aussi que les athlètes aiment bien que, notamment l'entraîneur, soit un peu concentré sur nous-mêmes, hein, sur eux-mêmes plutôt. Et du coup, bah là, vous êtes tous des athlètes de très haut niveau sur des disciplines différentes, hein, ce qui peut peut-être aider. Comment vous gérez un peu ça, le statut des uns et des autres? Oui, ça aide beaucoup le fait qu'on fasse pas les mêmes disciplines. C'est sûr on a tous des égos. Bon, si on veut faire du très haut niveau, on est obligé d'avoir un égo. Mais le fait que moi je fasse du 800 mètres, Pierrick du 1500 mètres et Djilali 3000 steeple, je pense que ça aide pas mal. Et on le sait que bon, il y a des entraînements spécifiques. Par exemple, on va s'entraîner ensemble, mais si on va se rapprocher de la vitesse, ça sera logiquement moi qui serai devant, donc ça va. Si on fait plus d'SP8, ça sera Pierrick qui sera devant, et bien après le long, ça sera Gila. Donc ça, je pense que le fait qu'on fasse des disciplines différentes, ça aide énormément. Et je suis sûr que si on faisait les mêmes disciplines, ça serait moins bien passé, je pense. Ouais, évidemment, ça c'est un point de vue que j'ai, qui est souvent pas très accepté, mais qui est une réalité. C'est que voilà, un athlète de très haut niveau a besoin qu'on soit concentré autour de sa performance à lui, et le fait que vous soyez sur des distances et du coup disciplines différentes permet, on va dire, cette cohabitation et cette entraide. Parce que finalement, quand tu es dans une séance, t'as pas forcément envie d'aider le mec le mec qui va te prendre une place sur un podium en sélection. C'est totalement logique. Benjamin, si on t'a proposé de te joindre à nous pour cet épisode sur la prévention des blessures, c'est que parallèlement à ta carrière d'athlète de haut niveau, tu suis un cursus pour devenir kinésithérapeute. Alors, pourquoi est-ce que tu as été... qu'est-ce qui te plaît dans cette discipline? Pourquoi tu as choisi cette voie-là? Et est-ce que ça t'aide aussi dans ton quotidien d'athlète de haut niveau? Avec le sport, j'ai pu malheureusement côtoyer beaucoup de cabinets de kiné à cause de mes blessures. Et moi, j'adorais ce métier. Moi, j'aime bien les métiers où on peut parler, on peut communiquer, on est debout. J'aime beaucoup ça. Et très vite, je voulais rentrer en école de kiné. Sauf que c'était un peu compliqué parce qu'il faut passer par la passerelle médecine, PACES. Et j'ai appris qu'on pouvait rentrer grâce au statut sportif. Donc moi, je suis rentré par ce moyen-là. Et donc là, je suis en deuxième année de kiné. Et d'ailleurs, je les remercie parce que grâce à eux, j'ai des horaires aménagés. Je peux m'entraîner vraiment comme je veux. Je peux partir en stage comme je veux et tout en réussissant mon double projet. Eh bien parfait, je suis sûr qu'avec tes connaissances en kinésithérapie ou en entraînement, tu vas pouvoir nous donner quelques petites astuces pour nous éviter de nous blesser. Fred, toi tu as identifié 6 conseils pratiques, pragmatiques, faciles à mettre en place à l'entraînement, dans notre vie de tous les jours pour éviter, pour se prévenir des blessures, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui, comme on l'a dit tout à l'heure, qui fait très peur aux coureurs et aux coureuses. Effectivement, hein, Guillaume, c'est déjà ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en course à pied, je pense comme un peu dans tous les sports, une blessure, elle survient le plus souvent après une accumulation de ce que moi j'appelle des facteurs de risque. Et il faut bien comprendre que dans la plupart des cas, la blessure est rarement, moi j'ai même tendance à dire jamais, le fruit du hasard ou de la malchance, à part sauf les ultra-trailers qui pourraient faire une chute
sur leur parcours, mais globalement, la blessure telle qu'on la connaît, la tendinite, la déchirure, la contracture, ça tombe pas comme ça par hasard ou par malchance. On pourrait même dire que théoriquement, la blessure, elle est prédictible si on identifie et on énumère préalablement l'ensemble des facteurs qui soient d'origine traumatique, micro-traumatique ou encore psychologique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus un coureur, une coureuse va accumuler de facteurs, ce que j'appelle de facteurs de risque, et du coup, plus la probabilité de survenue d'une blessure va être forte. Alors du coup, vraiment, l'idée au cours de cette émission, comme tu l'as dit, c'est qu'on va s'intéresser à ces facteurs, ce que j'appelle ces facteurs de risque de blessure, et du coup, comment les athlètes peuvent s'en prévenir. Et souvent, comme j'ai l'habitude de dire à mes athlètes, tu sais que j'aime bien les formules un peu choc, ou en tout cas qui restent un peu en tête. Je leur dis souvent, un petit effort de préparation évite un gros effort de réparation. Ah, il vaut mieux prévenir que guérir. Là, je suis entièrement d'accord avec toi. En tout cas, j'ai hâte d'écouter tes 6 conseils. Benjamin, toi, malheureusement, tu as connu récemment une période de blessure. Je crois que tu as été blessé à l'ischio droit et gauche. Ça a été quelque chose de très compliqué à gérer pour toi. Ça t'a même laissé quelques séquelles. Tu as déclaré dans une interview, et moi ça m'a marqué, qu'à la suite de ta blessure, tu avais déclenché une forme de peur, et il t'arrivait même de faire des cauchemars où tu refusais d'aller courir parce que tu avais peur de te blesser. On se rend compte avec ton témoignage que c'est pas quelque chose d'anodin, une blessure, et que vraiment ça peut laisser des séquelles. Du coup, comment est-ce que tu as fait pour regagner confiance en toi et plus avoir peur de te blesser à chaque fois que tu vas t'entraîner, parce que ça peut presque devenir une phobie, quoi. Complètement. Enfin, la phobie du sportif, c'est bien sûr les blessures. Moi, j'ai eu des problèmes, comme tu as dit, sur les deux ischios, droite et gauche. Et le problème, c'est quand on se blesse, après, on retient toujours le moment où on s'est blessé, de quelle manière. Et on craint ce moment-là à chaque fois. Enfin, même là encore, je vais faire des séances, on a quand même toujours une petite peur, elle sera toujours là. Mais c'est sûr, c'est dur psychologiquement d'être en forme, de se blesser, de rater une saison, de passer après. Tu t'es entraîné depuis plusieurs mois pour cette saison, et que tu peux rien faire à cause d'une blessure. Donc c'est dur physiquement, mais je pense que c'est le plus dur, je pense, c'est psychologiquement. Bon, pas d'inquiétude, puisque Fred va nous éviter tous ces déconvenus liés aux blessures. Il a identifié 6 conseils qui vont nous aider à faire de la prévention. On va parler aussi bien de la nutrition préventive contre les blessures, on va parler d'équipement, on va parler aussi de planification. Fred, le premier conseil que tu vas nous donner, je crois qu'il est assez d'actualité, puisqu'il concerne la météo, et plus particulièrement l'hiver, et les points de vigilance qu'on doit avoir par rapport à cette saison. Effectivement, Guillaume, parce qu'il faut savoir que l'hiver est l'une des périodes où les athlètes se blessent le plus. Alors déjà, tout simplement parce que tu as déjà les risques qui sont liés à la météo, avec les chutes de neige, le verglas ou encore la pluie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu as aussi un risque accru de blessures musculaires et cardiovasculaires qui sont directement liées au froid. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque les températures sont très froides et qu'on réalise un exercice physique, le corps dépense beaucoup plus d'énergie car il a besoin de se réchauffer. Du coup, le cœur bat plus vite pour permettre à la température corporelle de se maintenir. À froid, tu vois, sans échauffement, nos muscles et nos tendons et les ligaments également, ils sont raides, donc ils sont plus facilement sujets à des blessures, comme les déchirures. La synovie, qui est, on va dire, ce liquide lubrifiant qui est à l'intérieur de nos articulations, est moins abondante et moins fluide à froid qu'à chaud. C'est pour ça qu'on a le sentiment, notamment quand il fait froid, qu'on a les articulations qui sont rouillées. C'est pas simplement un signe précoce d'arthrite ou d'âge qu'avance, c'est simplement lié à la température. Et du coup, le froid, on le comprend, accentue cet effet. D'autant plus qu'il y a parallèlement une contraction des vaisseaux sanguins, donc une diminution de l'irrigation des muscles, et du coup moins d'oxygène et moins de nutriments qui arrivent aux muscles. C'est pourquoi il est capital vraiment déjà d'adapter son équipement avec des vêtements qui sont adaptés à la pratique sportive en hiver, et surtout de faire un échauffement rigoureux. Et quand on dit un échauffement rigoureux, c'est pas simplement le petit footing, les 15, 20, 25 minutes en trottinant, c'est aussi tout le travail de gamme qu'il peut y avoir, les accélérations progressives qui sont plus ou moins longues.
Et je dirais surtout, avant une séance de vitesse, hein, comme je te dis, j'aime bien les formules toutes prêtes. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en termes d'échauffement, plus c'est court, plus c'est long. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus la séance va être courte et elle va être intense, et plus l'échauffement va être long. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Par contre, on va éviter les étirements passifs qui sont pas du tout déjà recommandés avant une activité classique, parce que déjà ils n'augmentent pas la température du corps, mais en plus lorsqu'on fait des étirements passifs en plein froid, on diminue d'autant la température corporelle, et en plus les étirements passifs diminuent la capacité de contraction, de force musculaire. Après, si comme Benjamin vous faites du demi-fond court, vous ferez inévitablement des étirements dits balistiques ou activo-dynamiques, mais qui sont du coup des étirements très particuliers et qui ont pour principale fonction d'augmenter la température intramusculaire. D'accord, tu nous le rappelles souvent, hein, il faut jamais négliger l'échauffement parce que déjà ça va permettre de mettre notre corps en condition pour la séance, mais en plus ça va aussi nous permettre de réaliser une meilleure séance puisque notamment grâce aux gammes, on va faire les montées de genoux, on va faire les jambes tendues, et bien on va avoir une meilleure qualité de pied, on va avoir une meilleure amplitude, donc vraiment il faut pas s'en priver. Et encore plus en hiver, tu as raison de le rappeler, où malheureusement avec le froid, les muscles vont être mis à plus rude épreuve, donc voilà, on néglige pas l'échauffement en hiver, c'est extrêmement important, sinon on risque de le regretter. Benjamin, j'imagine que toi, en tant qu'athlète de 800 mètres, tu dois t'imposer des séances qui sont assez rudes, assez même violentes pour le corps. C'est de la très haute intensité. J'imagine que tu dois accorder une vigilance toute particulière à ton échauffement. Est-ce que tu peux nous donner ta routine d'échauffement? Comme ça peut peut-être nous donner des idées si des fois on ne sait pas trop quoi faire pendant nos échauffements. Donc, inspire-nous avec ta routine. Alors, ma routine, bon, déjà le 800, c'est un peu les deux. On fait du sprint et du demi-fond. Donc, on n'a pas forcément les ischios d'un sprinter, mais pourtant, il faut courir presque aussi vite qu'eux. Donc, moi, ma routine, alors bien sûr, les échauffements vont changer en fonction des séances. Comme tu disais, Fred, quand je vais faire une séance de sprint, ça va être différent. L'échauffement va être différent que lors d'une séance d'un fractionné ou d'un tempo, par exemple. Mais pour le sprint, ça va être 20-25 minutes de footing. Ensuite, je vais faire des étirements, comme tu disais Fred, des activo-dynamiques, où là, ça va être pour chauffer le muscle. Et après, je vais faire des gammes. Donc, bien sûr, s'il fait froid, je vais faire plus de gammes, plus de montée de genoux, plus de talons-fesses, plus de jambes tendues. Après, je vais ouvrir les articulations en balançant ma jambe de haut en bas et droite à gauche. Et après, pareil, des petites accélérations progressives, petit à petit, et quand je me sens prêt, on peut commencer la séance. Mais toujours, moi, personnellement, la première répétition, elle sera moins brutale que la deuxième. Et alors, je suis désolé, je suis ni entraîneur ni athlète de haut niveau. Qu'est-ce que vous appelez les échauffements activo-dynamiques? Est-ce que vous pouvez m'expliquer, Benjamin? Activo-dynamique, c'est un étirement où on va commencer par contracter le muscle. Donc, on va l'étirer tout en le contractant pendant les 6-8 secondes. Ensuite, on va étirer un peu plus le muscle, mais on va le contracter tout autant. Et après ça, on va l'étirer ça pendant 2 secondes. Et après, on va faire... Bon, je vais donner l'exemple sur le quadri. Donc, on va l'étirer. Ensuite, on va l'étirer. On va contracter le quadri en même temps. Et quand on aura fini ça, on va faire des montées de genoux pour activer le muscle. D'accord. Et combien de temps ça dure en moyenne ton échauffement? 45 minutes, 50 minutes. Presque 1 heure et tu n'as même pas encore commencé ta séance. Même pas encore, non. Mais tu vois, du coup, Benjamin illustre exactement le propos que j'ai, c'est plus c'est court, plus c'est long. Et vous verriez l'échauffement des purs sprinteurs, là on est éloigné, mais un athlète qui fait du 100, du 200 mètres, il peut avoir un échauffement encore bien plus long, alors que un marathonien qui va faire une séance spé tempo, voire de la vitesse marathon, aura quasiment pas besoin de s'échauffer très longtemps. Comme l'effort va être moins intense, les muscles vont être moins traumatisés. Hyper intéressant, on en apprend tous les jours. Fred, le deuxième conseil que tu vas nous donner pour éviter de se blesser, c'est faire attention à son alimentation. Alors c'est bien connu, on sait que l'alimentation joue un rôle important dans la prévention des blessures, mais il y a un élément qui est peut-être encore plus déterminant que les autres. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qu'on doit manger pour éviter de se blesser? Parce que je crois que c'est ton deuxième conseil.
Bah, exactement, et je souhaiterais plus particulièrement parler de l'équilibre acido-basique. Euh, Ce qu'il faut bien comprendre chez le sportif, cet équilibre-là est souvent déréglé. Alors le sportif, il doit produire beaucoup plus d'énergie pour faire face à l'intensité de son entraînement, et du coup, il fabrique plus naturellement des acides. Alors je mets acide entre guillemets, hein, parce que voilà, vous doutez bien que je connais plutôt pas trop mal la physiologie du sport et que ce ne sont pas des acides tels que l'acide chlorhydrique, mais c'est le terme consacré entre sportifs et dans notre domaine. Donc, pour une simplification et une compréhension plus simple, j'emploierai ce terme-là. Et du coup, lorsque la quantité d'acide à éliminer est trop importante, et du coup que le mécanisme d'élimination de ces acides fonctionne moins bien ou mal, et notamment c'est le cas lorsque vous avez une hydratation qui est insuffisante, et ben, l'organisme va chercher partout où les minéraux sont stockés, c'est-à-dire qu'il va aller entre guillemets taper dans les os, les articulations, les cheveux et même les ongles. Alors là, vous allez me dire, bah, c'est bien beau, mais quelles sont les conséquences? Eh bah, les conséquences, elles sont réelles parce qu'il y a un vrai risque, du coup, de déminéralisation qui peut s'intensifier. Et donc, si par exemple on prend un os, une déminéralisation accroît le risque de fracture, par exemple. Donc, du coup, il faut vraiment penser à adapter son alimentation pour avoir le meilleur équilibre possible acido-basique. On sait classiquement qu'il y a certains aliments qui produisent plus d'acide, qui sont plus acidifiants, comme on dit, tels les viandes rouges, les produits laitiers, et tandis que d'autres aliments, eux, contribuent plutôt à basifier l'organisme. Les fruits, à l'exception des agrumes évidemment, et les légumes par exemple. Donc, il est vraiment important de penser à équilibrer sa consommation d'aliments entre aliments acidifiants et aliments alcalinisants. Ça fait certes beaucoup de choses à penser, mais ça semble essentiel pour prévenir un certain nombre de risques. D'accord, donc on fait attention à notre équilibre acido-basique. C'est vrai que pour beaucoup, la nutrition sportive, ça se limite à du riz, des pâtes, de la viande blanche et du poisson. Et pourtant, on peut faire beaucoup plus varié que ça et surtout, on peut bien mieux optimiser son alimentation. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet puisqu'il y a un article en complément de cet épisode où on donne des contenus enrichis et on va notamment parler de cet équilibre acido-basique. Donc, allez faire un tour. Benjamin, est-ce que toi, tu t'intéresses à toutes ces questions liées à la nutrition du sport? Parce que c'est vrai que les demi-fondeurs courts, les sprinteurs ont la réputation de peut-être d'être un petit peu moins intransigeants sur l'alimentation, de se faire un petit peu plus plaisir. On se souvient d'ailleurs d'Usain Bolt qui avait dit dans une interview qu'il consommait énormément de nuggets de poulet, même la veille d'une finale olympique. Ça avait surpris pas mal de gens. Donc est-ce que c'est un mythe ou c'est la réalité? Est-ce que toi, la nutrition sportive, c'est un sujet qui t'intéresse dans le 800 mètres ou c'est plutôt un sujet qui concerne les coureurs de fond, les marathoniens, les ultra-trailleurs? Alors est-ce que tu fais attention à ce que tu manges? De plus en plus. Comme je me suis blessé, peut-être que ma malnutrition d'avant, ça devait être ça, sûrement mes blessures, ma mauvaise hygiène de vie. Donc depuis quelques années, je fais plus attention, je mange plus équilibré. Je vais acheter de la meilleure bouffe. Je vais acheter dans les grandes surfaces où je vais moins prendre de steak haché, même prendre de nourriture qui sont avec moins de nutriments. Donc, je fais plus attention à ce que j'achète. Et après, bien sûr, plus équilibré, c'est ça. Moins de féculents. Je vais quand même me faire plaisir une fois par semaine. Mais sinon, je vais pas me faire plaisir une fois par semaine. Enfin, là où je vais me faire plaisir, ça sera pas avant ma séance, par exemple. Ça sera, par exemple, le dimanche, quand j'aurai fini ma semaine. Mais en général, oui, je fais attention, je mange équilibré et je vais acheter de la bonne nourriture. Ah, ça me fait plaisir. Ça prouve qu'on peut être un athlète de haut niveau et quand même se faire plaisir une fois par semaine avec des aliments un peu réconfort. Donc voilà, il faut pas vivre non plus que dans la restriction parce que ce serait contre-productif. Fred, on va passer au troisième conseil maintenant que tu as listé pour nous aider à éviter la blessure. Et c'est un sujet qui te tient assez à cœur, je crois, parce que il concerne le renforcement musculaire et plus particulièrement la PPG. Alors, tout à fait. Ce qu'il faut déjà bien comprendre, c'est que le renforcement musculaire fait référence à l'ensemble des exercices de musculation avec des poids et haltères sur machine ou au poids de corps au sens restreint, et il désigne du coup l'ensemble des méthodes d'amélioration de la force, de la puissance pour pouvoir
on va dire, accroître les limites musculaires, voire les repousser et du coup diminuer le risque de blessure. Mais il faut aussi se sortir de l'idée que la musculation et le renforcement musculaire ont un unique but de prévention des blessures. Ils ont une action bien plus large sur les capacités de l'athlète, mais effectivement, dans le cadre de la prévention des blessures, c'est un élément essentiel parce qu'il va renforcer le muscle dans des dimensions très différentes de son unique utilisation, on va mettre utilisation entre guillemets, mais de son unique utilisation de course à pied, par exemple, ne serait-ce que les membres inférieurs, et aussi lorsque vous faites du renforcement musculaire, c'est du renforcement musculaire qui concerne l'ensemble de l'organisme et pas que les jambes. Donc, vous solidifiez globalement l'organisme qui du coup est préparé à faire face à toutes les situations qui peuvent se présenter à lui. Et donc du coup, voilà, vous prévenez de manière efficace les risques de surcharge, de traumatisme qui peuvent vous conduire à la blessure. Bon, c'est vrai que la plupart des coureurs, en tout cas c'est mon cas, n'aiment pas forcément faire autre chose que courir. Donc la musculation, on peut trouver ça un petit peu répétitif, on peut un peu ronchonner à l'idée d'en faire, mais c'est vrai que ça présente quand même pas mal d'avantages. Et non seulement ça va nous aider en matière de prévention des blessures, mais tu as raison, c'est réducteur de dire que ça sert qu'à ça. Au contraire, ça nous permet aussi d'améliorer notre foulée, ça nous permet aussi d'améliorer notre qualité musculaire, ça nous permet d'améliorer notre puissance, notre vitesse, et surtout on va gagner en confiance en soi, on va se sentir plus puissant. Donc c'est vrai que tous les avantages, tous les bénéfices qu'on va avoir à faire de la musculation, ça vaut bien la peine de se donner un petit peu de mal à en faire, et des fois, voilà, même si on y va un peu à reculons. Benjamin, j'imagine que quand on fait du 800 mètres, qui est une discipline assez traumatisante pour le corps, on doit être assez vigilant à la musculation. Alors, quelle place toi tu accordes à ces séances dans ton plan d'entraînement, et surtout quels muscles tu vas plus particulièrement travailler pour développer ta pointe de vitesse? Alors oui, moi la muscu, je trouve ça très intéressant et je trouve que depuis que je fais du renforcement musculaire, je me sens mieux dans mon corps, j'ai moins de pépins physiques, je trouve. Comme j'ai eu des problèmes aux ischios, logiquement, j'ai plus travaillé mes ischios ces derniers temps, plus de renforcement. Avec mon nouveau entraîneur, on a vraiment travaillé ça ces derniers mois et j'ai senti la différence. Quand je fais des séances, j'ai moins de petites lésions musculaires, je sens que mes ischios sont plus préparés pour mes séances. D'accord. Et est-ce que tu peux nous donner peut-être un petit peu plus en détail les muscles que tu vas travailler spécifiquement pour le 800, pour la vitesse? Je vais travailler le membre inférieur, mais vraiment particulièrement les ischios. Comme j'ai eu beaucoup de pépins sur ces muscles-là, je les renforce plus pour qu'ils soient un peu plus préparés à l'effort. Mais après c'est un ensemble quand même. On va plus travailler des chaînes musculaires, la chaîne postérieure, la chaîne antérieure. Nous, je vois ça dans l'école, mais moi, je le retrouve aussi dans le sport. Et alors, ce que dit Benjamin est vraiment intéressant parce qu'il faut effectivement raisonner en chaîne musculaire. Bien sûr que certains exercices privilégient certains muscles, mais globalement, si on prend le cas des ischios, puisque Benjamin en parlait, l'ischio il fonctionne pas tout seul. Donc même lorsque vous allez faire des exercices qui sont ciblés sur les ischio-jambiers, qui sont ces muscles derrière la cuisse, vous allez avoir d'autres muscles, notamment de la chaîne postérieure, qui vont être sollicités sur globalement l'ensemble des mouvements de musculation. Tout ce qui concerne le gainage est aussi sollicité. Donc il faut vraiment considérer l'ensemble, le corps humain, comme un système qui fonctionne de manière unie et pas simplement groupe musculaire par groupe musculaire. Sinon, on passe à côté des réels bienfaits du renforcement musculaire. Effectivement, c'est un conseil intéressant parce qu'on peut avoir tendance à travailler certains muscles et en particulier ceux qui sont sollicités en course à pied, que ce soit les abdos, les quadriceps, les ischios, le triceps, et on va faire des focus sur ces muscles-là en fonction des jours de la semaine. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus intelligent de fonctionner par groupe musculaire plutôt que par muscle. Fred, je vois sur tes notes qu'on va passer au 4e conseil, c'est celui qui concerne l'aspect psychologique, parce que oui, ça rentre aussi en compte l'aspect psychologique dans un facteur de blessure. Il y a une étude conjointe qui a été réalisée notamment par le laboratoire de psychologie du sport de l'INSEP et conjointement avec l'école de psychologie du département des sciences sociales à l'université d'Ottawa au Canada, et qui mettent en évidence les liens entre la psychologie des athlètes et les risques de blessures.
blessure. Alors, c'est quelque chose que connaissent aussi beaucoup d'entraîneurs parce qu'ils s'aperçoivent que dans leur groupe d'entraînement, finalement, c'est ceux qui ont peut-être un état d'esprit un peu plus négatif, qui ont tendance à beaucoup plus se blesser par rapport aux autres. C'est quand même assez curieux le lien entre la psychologie et la blessure. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette étude et surtout la conclusion à laquelle ils sont parvenus? En effet, Guillaume, hein, tu as plusieurs études qui mettent en évidence des relations entre certains facteurs psychologiques et les blessures sportives. Alors, les résultats montrent que certaines variables de la personnalité, comme la capacité d'adaptation au stress ou l'image de soi, seraient en relation avec une certaine proportion aux blessures sportives. Par exemple, les études te montrent assez clairement que l'anxiété et le stress influencent négativement les athlètes dans l'évaluation des situations d'entraînement ou de compétition. Mais tu as également des perturbations qui sont physiologiques et attentionnelles et qui du coup augmentent la vulnérabilité aux blessures. Hein. Il faut comprendre que c'est pas juste une disposition, on va dire mentale, mais c'est aussi que cela a des conséquences hormonales très concrètement qui peuvent perturber les équilibres et du coup nous rendre plus fragiles par rapport à certaines problématiques. Et après, tu as aussi l'approche purement psychologique. Et Benjamin en parlait un peu tout à l'heure, c'est que lorsque tu as été blessé, tu peux aussi avoir une forme d'anxiété, développer une forme d'anxiété ou de peur par rapport à la blessure. Du coup, quand tu reprends, tu mets un peu le frein. Et en mettant le frein, tu peux mettre en place des compensations par rapport à une jambe qui aurait été blessée et du coup créer des déséquilibres qui vont t'amener à un autre type de blessure. Donc les dispositions, on va dire psychologiques d'un athlète sont vraiment fondamentales dans la prévention de la blessure. C'est-à-dire que entre guillemets, plus on a peur que quelque chose arrive, finalement plus on crée des situations favorables pour que cette chose-là arrive. Donc tu nous conseilles de faire attention à notre bien-être, c'est essentiel si on veut pas se blesser, ou en tout cas, si on traverse une période où on est un petit peu anxieux, on est un petit peu stressé, là il faut faire attention à l'entraînement, il faut peut-être être un petit peu plus vigilant parce que on a un risque accru de blessure. Et on voit bien par rapport aux dispositions psychologiques pour aller un peu en dehors de la simple approche sportive, c'est que les personnes qui sont dépressives, et ça les études l'ont aussi montré, sont beaucoup plus sujettes aux maladies, même les maladies bénignes, et tombent plus souvent malades en fait, parce que c'est ce dont je vous parlais, toutes les perturbations hormonales physiologique qui se crée, qui fait que les défenses immunitaires répondent beaucoup moins bien. Et voilà, du coup, on voit bien que quelles que soient les dimensions dans lesquelles on aborde cette question-là, le fait d'être une personne anxieuse, stressée, voire dépressive, fragilise votre organisme tout simplement. Benjamin, toi, tu as déjà noté une corrélation entre ton état de bien-être et tes résultats sportifs, ou finalement, quand tu es sur la piste, peu importe ce qui se passe à côté dans ta vie, ça n'a pas d'impact sur tes entraînements? Moi, je pense que si, justement, comme disait Fred, moi, je l'ai ressenti. Par exemple, l'été, il fait plus chaud, c'est plus sympa, tu te sens mieux. Et moi, en tout cas, je me sens plus heureux l'été. Et je le sens mieux à l'entraînement, je me sens plus frais, et j'ai plus envie de m'entraîner. Donc, psychologiquement, je vais bien. Et c'est là où je fais des meilleures séances. Et ça m'est arrivé des fois où ça allait pas forcément bien dans ma vie, où j'avais des petites complications. Et à l'entraînement, tu sens que tu as des petits pépins physiques. Le soir, tu commences à sentir une petite contracture. Mais moi, je trouve que l'aspect psychologique, c'est un bon rapport avec c'est un bon rapport. Un mauvais rapport avec les blessures. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut tous constater. Quand on va bien, on a tendance à faire de meilleures séances. Donc évidemment qu'il y a une corrélation. Et ça, c'est quelque chose aussi que les entraîneurs à haut niveau, je sais, prennent en compte. Fred, peut-être tu vas nous en dire un petit peu plus. Mais est-ce que l'athlète s'est pas disputé avec sa copine? Est-ce qu'il dort bien en ce moment? Est-ce qu'il n'est pas tracassé par son travail ou ce genre de choses? Parce que c'est des éléments qu'il faut prendre en compte, parce qu'il faut adapter le plan d'entraînement, il faut adapter la charge d'entraînement, parce qu'il y a un risque de blessure. C'est une donnée essentielle et je vais faire un parallèle avec le foot qui est le sport en tout cas en Europe professionnelle par excellence. Souvent dans les centres de formation, là où on prépare les champions de demain et dans les clubs, on aime bien que les footballeurs entre guillemets soient vite en couple et de manière stable, parce qu'ils savent que ça va jouer de manière très très favorable pour leur carrière, et qu'ils auront entre guillemets cette question-là pas qui est évacuée, mais qui leur donne, parce que c'est déjà des gens qui sont sortis de leur cocon familial et il faut leur créer une nouvelle stabilité. Donc c'est des choses auxquelles ils peuvent être attentifs. Et effectivement, tu le dis, l'athlétisme étant un sport semi-pro,
tu dois les trois quarts des athlètes dont on peut s'occuper sont des gens qui ont une vie professionnelle, une vie de famille, et tu es obligé de prendre en compte parce que l'athlète qui est célibataire, qui par exemple a pris un moment off sabbatique et qui peut consacrer tout son temps à s'entraîner, ou l'autre athlète, comme moi, j'ai une athlète qui fait partie des 5 meilleures marathoniennes en France, qui est infirmière de nuit avec une vie de famille, bah tu gères obligatoirement les séances de manière différente parce que tu peux pas imposer les mêmes charges d'entraînement et de travail parce que tu as toutes les questions de récupération et est-ce que tu abordes les séances avec l'esprit libre ou pas. On va passer à notre 5e conseil. Et Fred, je crois que tu vas nous parler du choix de notre matériel, parce que c'est quelque chose qui occupe une grande place dans la prévention des blessures. Et c'est vrai qu'il suffit d'aller se balader, par exemple, je sais pas, au Bois de Boulogne ou encore sur les quais à Paris ou au Parc de la Tête d'Or pour faire plaisir à Fred à Lyon. Et on peut croiser des fois des personnes qui courent avec des chaussures, par exemple, qui sont pas du tout adaptées à l'activité physique. Moi, j'ai déjà vu des gens courir en Converse ou avec des chaussures complètement improbables. Donc c'est vrai que c'est primordial de bien choisir ces chaussures et surtout d'être très attentif à son usure et à l'entretien de cette chaussure parce que ça peut vite nous jouer des tours. Bah, tout à fait, Guillaume. Moi, je commencerai déjà par une forme d'anecdote. C'est que moi, j'ai beaucoup d'athlètes qui débutent, des gens qui commencent la course à pied, qui du coup me demandent déjà si leur chaussure elle est adaptée à leur morphologie. Alors, moi, je leur demande, si tu ne t'es pas blessé avec tes chaussures actuelles et que ça fait un certain nombre d'années ou en tout cas de mois que tu les utilises, que tu n'as pas eu de blessure à répétition avec cette chaussure-là, bah, ne te pose pas la question, c'est que ce modèle-là est très certainement fait pour toi. À l'inverse, si tu as une chaussure et que tu as systématiquement des problèmes, des blessures à répétition, ça peut être une des pistes à envisager sur lesquelles il faut réfléchir. As-tu le bon équipement? C'est pas forcément la seule, ça peut aussi être un problème de ta manière de t'entraîner. Mais dans tous les cas, il est toujours préférable d'aller voir un spécialiste comme un podologue. Et s'il est posturologue, moi je trouve que c'est l'idéal. Et dans l'idéal de l'idéal, évidemment, faut qu'il soit spécialisé dans le running, évidemment. Mais du coup, là, on va vraiment cibler sur l'équipement. Moi, je vais juste donner quelques conseils. Déjà, varier les chaussures, parce que là, je vais m'appuyer sur une étude luxembourgeoise qui a démontré que les coureurs qui ont l'habitude de changer régulièrement de paire de chaussures ont tendance à moins se blesser, notamment lorsqu'ils adaptent leur paire de chaussures aux séances qu'ils vont faire. Et le point sur lequel il faut faire attention, c'est si vous courez toujours avec le même modèle de chaussures depuis des années, et ben si vous changez brusquement de modèle au sein de la même marque, voire de marque, votre corps n'étant pas habitué, vous prenez un risque de blessure. Donc, en cas de changement de marque, de modèle, il faut être très progressif. Et l'idéal, c'est de varier suivant les séances, une séance à haute intensité, un footing récup, une sortie longue, une sortie tempo. Comme ça, vous habituez votre corps à modifier sa manière de réagir, à s'adapter, parce que c'est ça la clé, c'est l'adaptabilité de votre organisme aux différentes situations. Et là, c'est la situation du chausson. Le deuxième point, c'est qu'il faut être attentif à l'usure. Et quand je dis l'usure, c'est pas l'usure visuelle de la chaussure, parce que lorsqu'elle commence à être trouée et que la semelle est totalement râpée, souvent il est bien trop tard pour agir. Et du coup, faut être attentif à vos sensations, et notamment au bruit de votre chaussure quand vous courez. Souvent vous l'entendez hein, quand une chaussure son amorti, excusez-moi l'expression, est mort, ben vous l'entendez, vous tapez très fort au sol, et une chaussure abîmée peut générer des blessures, notamment par un défaut une modification de la qualité des appuis ou un défaut d'amorti. Et du coup, être attentif à l'usure, ça veut aussi dire porter une attention particulière à l'entretien de vos chaussures, et aussi, comme je le disais, aux changements, chaussures neuves, chaussures anciennes. Il faut toujours des périodes de transition, un peu comme des périodes de tuilage. Lorsque vous achetez une nouvelle paire, vous introduisez progressivement le fait de mettre la nouvelle paire dans vos séances, tout simplement.
Merci beaucoup Fred, c'est des excellents conseils. C'est vrai que moi-même je les ai pas appliqués pendant très longtemps. J'ai eu tendance à courir avec la même chaussure pour n'importe quelle séance, que ce soit rapide, lent, footing, même pour les compétitions, j'utilisais tout le temps la même paire. Et c'est vrai que c'est quand même pas l'idéal pour préserver sa musculation et puis même pour pour travailler sur certaines intensités. Clairement, on n'optimise pas les allures, donc c'est pas l'idéal. Benjamin, je sais pas si toi aussi tu utilises des modèles différents en fonction des séances que tu as à réaliser. Alors, au début, j'étais comme toi, Guillaume. J'avais une paire de chaussures que je changeais 2 fois dans l'année, mais c'était la même paire. Je l'utilisais pour les footings, les séances, les fartleks, même la vitesse pour tout. Mais au fur et à mesure des années, je commençais à utiliser plusieurs chaussures. Comme on dit, des chaussures légères, des chaussures lourdes. Et là, maintenant, j'ai des chaussures pour la vitesse. J'ai des chaussures pour les footings de récup, des chaussures pour les footings longs, puis des chaussures pour des fartleks. Et après, bien sûr, il y a les pointes que je vais utiliser sur la piste. Alors, tu es beaucoup plus complet que moi parce que je tourne avec 2 paires. Moi, j'ai vraiment une paire pour les séances rapides et une pour les entraînements un petit peu plus traditionnels, quotidiens. J'ai pas encore de chaussures pour la récupération pour les sorties longues, mais tu suscites ma curiosité. Donc, tu utilises quoi, toi, pour ce type de séance? Alors, pour la récupération, je vais plus quand même chercher des chaussures avec pas mal d'amortis. Pour protéger les mollets, qu'on ait bien les mollets chargés. En général, d'habitude, on va faire un footing sur l'herbe pieds nus après une séance. Et bien là, maintenant, il y a des chaussures avec pas mal d'amortis, comme la Nike Invincible, et ça me permet de courir sur du bitume quand tu peux pas tourner, quand tu peux pas faire 10 tours sur le stade. Et donc voilà, ce que je vais chercher, c'est quand même ça, c'est beaucoup d'amortis de la chaussure et un peu de renvoi quand même pour pas être trop lourd. Voilà, donc on va dire plutôt une chaussure avec pas mal d'amortis qui permet de protéger les mollets qui sont plutôt chargés de la séance, on va dire. Mais surtout une chaussure quand même robuste pour pas la changer 2-3 mois après, quoi. D'accord, donc pour les sorties longues, la récup, tu vas privilégier plutôt de l'amorti, du dynamisme et aussi de la durabilité, évidemment. Ça, c'est toujours désagréable d'avoir à changer ses chaussures tous les 2 mois. C'est vrai qu'il y a un travail qui est fait en ce moment de la part des équipementiers. Je pense qu'il faut saluer ça parce que ça n'a pas toujours été le cas, malheureusement. Fred, je crois savoir qu'on arrive bientôt à notre cinquième conseil, si je ne me trompe pas. Exactement, Guillaume. Et là, pour le coup, parce qu'à un moment, l'entraînement entre en ligne de compte, et je vais te parler plus particulièrement de planification de l'entraînement, parce qu'il est vraiment capital de définir des phases d'entraînement, des phases de récupération et d'assimilation, des phases de charge. Il faut vraiment définir un programme précis en fonction du calendrier des compétitions et des dates, des objectifs et des sous-objectifs. Et ce qu'il faut bien intégrer dans cette planification, c'est la progressivité qui est déterminante dans la prévention des blessures. Une augmentation de la charge de travail, tant dans le volume que dans l'intensité, ça peut constituer un facteur de risque si ce n'est pas maîtrisé. On constate d'ailleurs souvent que la blessure, elle intervient suite à une période où les intensités et parfois conjointement le volume d'entraînement n'ont pas été suffisamment dosés et harmonisés, et entre guillemets qu'on en a fait trop, tout simplement, comme on le dit entre nous, et qu'à un moment le corps il a lâché. Donc il faut bien savoir dans quelle direction on va et comment on l'organise. C'est-à-dire que on peut faire des semaines très chargées, que ce soit en intensité ou en volume, mais si on n'a pas préparé progressivement notre corps pour faire face à ces phases-là, ça va craquer, c'est sûr et certain. Par contre, si on a amené notre organisme de manière progressive au fil des semaines, au fil des mois, pour pouvoir faire face à ces entraînements-là, normalement, ça passe crème. La planification de l'entraînement, c'est vrai que c'est important aussi de savoir à quel moment on va peut-être s'entraîner de manière un petit peu plus intense, à quel moment on va pouvoir aussi faire des compétitions et aussi les périodes de relâchement, de récupération, parce qu'on peut pas toujours être au taquet. Toi, Benjamin, comment est-ce que tu challenges, comment est-ce que tu prévois un peu ta saison? Est-ce que c'est quelque chose que tu décides toi tout seul ou tu vois aussi avec ton entraîneur? Qui c'est qui a le lead en fait sur le choix de tes compétitions? Ah, c'est complètement mon entraîneur parce que c'est lui qui sait à quel moment je suis en forme et à quel moment on va par exemple mettre l'accent sur le pic de forme. Donc en général, on commence progressif et on va mettre le pic de forme sur un championnat qui est visé ou un meeting qui est visé pour faire des minima. Mais moi, en tout cas, je laisse mon entraîneur faire. Après, je discute avec lui. On a quand même le calendrier des meetings et on juge avec ça. Mais voilà, en général, moi, je laisse mon entraîneur faire. Je lui fais confiance.
Et t'as pas envie de t'essayer peut-être des fois sur des distances un petit peu plus longues? On a vu Alexis Millet qui va s'essayer sur 10 km. Toi, c'est pas des distances qui t'intéressent? Plus Ou tard, qui te donnent envie peut-être? plus tard. Déjà, j'ai fait une saison sur 1500 mètres en salle où c'est très dur parce que, enfin, je trouve ce qui est dur, c'est mentalement, l'effort est plus long. Donc, moi, je suis habitué à souffrir 1 minute et 45 secondes, 1 minute et 46 secondes. Par contre, à 1500 mètres, tu vas souffrir 3 minutes 40 secondes. C'est quand même quasiment, bon, c'est pas le double, mais c'est quasiment le double de temps. C'est pas rien. Peut-être plus tard, je finirai sur du 1500 mètres, voire peut-être 10 km. Mais à ce jour, je vais rester sur du 800 mètres. Bon, alors si t'es pas habitué à souffrir longtemps, c'est pas encore pour tout de suite le marathon, je l'imaginais. Je serai plus vieux avec mes enfants, peut-être. Fred, tu nous as parlé de 6 conseils. Pour l'instant, j'en ai que 5. Alors, qu'est-ce que tu nous en as oublié un? Non, je l'ai pas oublié, mais j'attendais qu'on l'aborde et c'est un élément clé. C'est pas parce qu'il arrive entre guillemets en 6e position qu'il est moins important. On va dire la numérotation n'est pas un ordre d'importance. Très concrètement, ce sont 6 éléments essentiels et le dernier, et qui est malheureusement fréquemment sous-estimé, c'est la variation des terrains d'entraînement. Mais attention. Déjà, alors là, je mets un gros attention, pas pour, alors là, je vais ouvrir les guillemets, pas pour soulager les articulations, fermer les guillemets, comme on l'entend grossièrement, très fréquemment, je dirais même trop fréquemment. L'idée que j'ai, c'est que l'organisme, il s'adapte aux différentes surfaces et en multipliant ces surfaces-là, cela renforce le corps de manière différente. Et inévitablement, plus un coureur est complet, plus il réduit le risque de blessure. Moi, très honnêtement, c'est un élément que j'ai pleinement découvert en Éthiopie, où j'ai commencé à aller régulièrement depuis presque une dizaine d'années, où les athlètes varie assez souvent de terrains d'entraînement et chaque terrain correspond à un type de séance qui, au-delà des aspects physiologiques, c'est-à-dire travailler sa VMA, travailler son tempo ou travailler son endurance, comporte une dimension physique très concrète. Par exemple, je vais prendre un exemple. Ils ont un type de séance qui, pour nous, ne veut rien dire. Ils vous disent aujourd'hui, on va faire concrete. J'ai essayé de le traduire en français de l'anglais, pensant que c'était un terme anglais, ça voulait rien dire. Et en fait, c'est finalement comme un footing soutenu, donc on pourrait penser que c'est de l'endurance, mais c'est sur un terrain en terre, mais avec de très gros graviers, voire vraiment des cailloux. Et leur idée, c'est de créer de l'instabilité pour renforcer en profondeur l'ensemble des muscles. Et ils ont comme ça tout un tas de séances très différentes. Vous avez les séances dites asphalte. Là, ils vont souvent faire leur vitesse tempo, voire vitesse semi. Quand ils vous disent qu'ils vont in the forest, c'est qu'ils vont faire les footings de récup, mais ils passent leur temps à zigzaguer. Donc, ils ont des appuis souples et très dynamiques. Donc, cette variation des terrains d'entraînement est vraiment fondamentale, mais il faut l'aborder vraiment pas dans juste je vais un peu décharger, comme on le disait, le fameux footing d'après séance, pieds nus sur la pelouse. Ça va au-delà, c'est-à-dire que je choisis la surface en fonction de ce que je veux travailler très concrètement. Et ça, c'est un élément qui, sincèrement, je ne l'ai pas encore beaucoup vu. Pas encore vu beaucoup en France, et c'est quelque chose auquel j'essaie de m'attacher le plus possible. Mais c'est même tout l'inverse. C'est vrai que nous, les coureurs occidentaux et peut-être en France, alors je sais pas comment ça se passe dans les autres pays européens ou occidentaux, mais on aime bien courir dans les terrains sur lesquels on a l'habitude de courir. Et même quand on a des partenaires d'entraînement qui veulent nous faire un autre parcours, généralement on n'aime pas ça. On aime bien rester sur nos repères où on a nos sensations. Et pour avoir aussi couru en Éthiopie avec toi, et même avec des auditeurs, parce qu'on a déjà emmené des auditeurs en Éthiopie, c'est vrai que les terrains sur lesquels ils vont s'entraîner est presque tout aussi important que la séance qu'ils vont faire. Ils attachent autant d'importance au terrain où ils pratiquent que la type de séance. Et on voit des fois, effectivement, dans les champs d'eucalyptus, les forêts d'eucalyptus, ils font des zigzags, des séances qui n'existent pas du tout chez nous en France. Donc ça, c'est des petits secrets des coureurs des hauts plateaux. Vu qu'a priori, ils sont quand même pas trop mauvais, ça doit quand même fonctionner, ce genre de choses. Bah, c'est clair, hein, c'est vraiment très très particulier. Voilà, ce sont aussi des athlètes, mais c'est aussi lié à leur environnement, qui ont peut-être une connexion et une relation à leur environnement qui est
qui est vraiment différente de ce qu'on peut avoir. Ils ont aussi des possibilités un peu plus. Alors, moi, je vis en région parisienne. Ils ont peut-être un peu plus de possibilités, on va dire, à porter de la main, à porter de chaussures là pour le coup. Ah, ils ont d'autres choix que les quais ou le bois de Boulogne, on va dire, ça c'est sûr. Benjamin, toi, j'imagine que tu dois faire des séances en côte. Est-ce que tu attaches un intérêt particulier sur le revêtement où tu vas courir, sur les chemins, les parcours, les difficultés que tu vas trouver, le dénivelé, les appuis aussi? C'est des choses que tu prends en compte ou finalement, voilà, tu es plutôt comme 80% des coureurs, tu aimes bien t'entraîner un peu sur toujours les mêmes repères? Oui, non, on fait souvent attention au terrain. Souvent, quand on part en stage d'entraînement d'athlète, on fait attention au terrain. Par exemple, il y a des terrains où c'est plus cendré, où on sait que là, les mollets, ça va plus charger à ce moment-là. Donc, on va peut-être éviter ça pour le début du stage parce que on va vite avoir les mollets un peu fatigués, un peu contracturés. Mais et pareil, les séances de côte, quand il faut aller vite, mettre de la puissance, si c'est du gravier, on va glisser. Enfin, c'est du gravier, on va glisser. Alors que si c'est du bitume, on aura de meilleurs appuis. Donc, on varie en fonction du terrain, on varie en fonction de la séance, ça oui. Mais en général, qu'on a des lieux d'entraînement où on est habitué, on change pas trop en général. Fred, si on veut synthétiser tout ce qu'on s'est dit dans cet épisode qui était assez riche, quels sont les éléments clés qu'on doit retenir? Alors moi, pour faire simple, je dirais déjà partir du principe que la blessure n'est pas une fatalité et qu'elle est plutôt la conséquence d'une addition d'éléments auxquels on n'a pas forcément porté l'attention suffisante. C'est pas quelque chose qui nous tombe dessus par hasard, très concrètement, et c'est qu'à un moment, il y a un certain nombre d'éléments auxquels on n'a pas fait suffisamment attention et qui font que, s'accumulant, on a fragilisé notre organisme et à un moment, du coup, on arrive à la blessure tout simplement, et que les causes sont multifactorielles. Elles viennent à la fois, et là Benjamin en parlait, de ce qu'on fait concrètement à l'entraînement, des dispositions psychologiques qu'on a avant de s'entraîner, de notre hygiène de vie, c'est-à-dire alimentation, hydratation, sommeil. C'est tout un ensemble d'éléments qui vont nous prémunir des blessures, et c'est bien ça qu'il faut considérer. C'est qu'il ne faut pas juste se concentrer sur un élément qui serait juste par exemple la charge de travail ou juste mon équipement ou juste le renforcement. C'est tout un ensemble d'éléments qu'il faut bien avoir en tête et qui sont issus de domaines très variés. Mais en tout cas, le seul mot finalement avec lequel moi je souhaite finir, c'est que en prévenant bien tout cela et en y apportant l'attention suffisante, on peut éviter les blessures, ça, il n'y a aucun doute. Bon, bah voilà qui est rassurant, et on va tâcher de suivre à la lettre tes 6 conseils, et normalement tout devrait bien se passer. Benjamin, quels sont tes prochains objectifs pour le suite de cette saison 2021? Alors mes prochains objectifs, c'est les championnats d'Europe. C'est vraiment l'objectif de cet hiver, et espérer, pourquoi pas une médaille, pourquoi pas. Bon, bah c'est tout ce qu'on te souhaite, et rassure-moi, tu vises encore les Jeux Olympiques de Tokyo. Ah oui, clairement. Ah oui, non, mais clairement, les Jeux Olympiques, c'est mon objectif de 2021, ça c'est sûr. Bon, on va suivre ça de très près. En tout cas, on te souhaite que le meilleur pour la suite de ton aventure sportive. Je suis sûr qu'il y a plein de titres, plein de records, plein de médailles qui t'attendent dans les années à venir. Donc, on va être vigilant à ton parcours et on va suivre ça très attentivement. Merci infiniment pour ta participation à cet épisode et on te dit peut-être à très vite. Merci beaucoup. Ouais. À bientôt.